Ce soir, oublie un moment l'immensité du ciel et la petitesse des atomes, ces deux vertiges dont je te parle si souvent. Cette nuit, je veux conduire vers un endroit plus étrange encore, un endroit qui ne se trouve ni dans l'espace lointain ni tout à fait dans la matière, mais dans quelque chose que nous ne pensons presque jamais à regarder, le temps lui-même, le rythme des choses, la manière dont le monde bat ou ne bat pas. Car il existe, tapis au fond de la matière, une possibilité si déroutante que les physiciens eux-mêmes ont d'abord refusé d'y croire, qu'ils ont raillé, écarté, déclaré impossible, avant de la voir surgir, quelques années plus tard, dans leur propre laboratoire. Une matière qui, au plus profond de son repos, là où tout devrait être figé, immobile, éteint, continuerait pourtant de battre, de tourner, de pulser, comme un cœur qui ne s'arrête jamais. Un pouls sans horloge. Un rythme qui ne s'use pas. On l'a nommé, faute d'un meilleur mot, un cristal de temps. Avant d'aller plus loin, il faut que je te dise d'où vient ce nom si curieux, et pourquoi il est à la fois juste et trompeur. Car pour comprendre ce qu'est un cristal de temps, il te faut d'abord comprendre ce qu'est un cristal tout court, un cristal ordinaire, de ceux que tu connais sans le savoir. Pense à un grain de sel posé sur ta langue, à un flocon de neige tombé sur ta manche, à un diamant, à un morceau de quartz ramassé au bord d'un chemin. Tous sont des cristaux. Et ce qui fait d'eux des cristaux, ce n'est pas leur dureté, ni leur éclat, mais quelque chose de plus secret. À l'intérieur, leurs atomes ne sont pas disposés au hasard, éparpillés n'importe comment, mais rangés en un ordre parfait, régulier, qui se répète encore et encore, toujours identique à lui-même, comme un motif de papier peint qui se prolongerait à l'infini dans toutes les directions. Un atome, puis un autre à la même distance, puis un autre encore, et ainsi de suite, en une trame patiente qui ne se dément jamais, du premier atome jusqu'au dernier, sur des milliards de rangées. Arrête-toi un instant sur cette idée, car elle est plus profonde qu'elle n'en a l'air. Songe à ce qui se passe quand un cristal se forme. Prends de l'eau, cette eau tiède et informe qui épouse la moindre coupe où on la verse, sans forme propre, sans direction privilégiée, la même dans tous les sens. Refroidis-la, et à un certain moment, elle gèle, elle devient glace, elle devient cristal. Et voici ce qui est remarquable. L'eau liquide était pareille dans toutes les directions, sans haut ni bas, sans gauche ni droite qui compte, tandis que la glace, elle, a soudain choisi des directions, des axes, des plans, des lignes le long desquels ses atomes s'alignent. Quelque chose qui était le même partout est devenu, en gelant, différent selon l'endroit et la direction. Les physiciens ont un mot pour cela, un mot un peu savant mais dont l'idée est simple. Ils disent que le cristal a brisé une symétrie. La belle indifférence de l'eau, qui ne privilégiait aucun lieu, s'est rompue, et de cette rupture est né l'ordre du cristal. Cette idée de symétrie qui se brise, on la rencontre partout dans la nature, dès qu'on apprend à la voir, et je veux en donner quelques images pour qu'elles deviennent familières avant que nous n'allions plus loin. Songe à un crayon que tu tiendrais bien droit, en équilibre sur sa pointe, au milieu d'une table. Tant qu'il tient debout, il est le même dans toutes les directions, il ne penche ni vers l'est ni vers l'ouest, il n'a choisi aucun côté, il est symétrique. Mais cet équilibre est fragile, et au premier souffle, le crayon tombe. Et en tombant, il doit choisir une direction, une seule, vers laquelle se coucher. Rien ne désignait cette direction plutôt qu'une autre, et pourtant il en faut une, et le crayon l'a choisie, comme au hasard. La belle symétrie de sa position debout s'est brisée. Le voilà couché vers un côté, et ce côté est devenu différent de tous les autres. Songe aussi à un aimant, ce morceau de fer qui possède un nord et un sud. Chauffe-le assez fort, et il perd son magnétisme, ses atomes s'agitent en tous sens s'accorder. Refroidis-le, et à un certain point, tous ces petits aimants intérieurs se tournent d'un coup dans une même direction, choisis sans raison particulière, et le fer devient aimant. Là encore, une belle indifférence qui se rompt, une direction qui s'impose, une symétrie qui se brise pour laisser naître un ordre. Ce mot de symétrie, ne t'en effraie pas, car il désigne quelque chose de très intuitif. On dit qu'une chose est symétrique quand on peut lui faire subir un changement sans que rien n'y paraisse, sans qu'on s'aperçoive de rien. Une page blanche, tout à fait unie, est symétrique. Glisse-la d'un centimètre vers la droite, tu ne verras aucune différence, elle est la même partout, rien ne distingue un point d'un autre. Mais trace sur cette page une grille régulière, un quadrillage bien net, et voilà que la symétrie se brise. Maintenant, si tu glisses la page,
cela se voit, à moins de la glisser d'exactement une case, pile la distance qui sépare deux traits. L'espace vide était le même partout. Le quadrillage, lui, n'est identique à lui-même que si on le décale d'un cran précis. Un cristal, c'est cela. De l'espace qui, au lieu d'être le même partout, ne se répète qu'à intervalles réguliers, tous les temps de distance, comme une immense grille tissée dans la matière. Le cristal a choisi une maille, un pas, une mesure, et il s'y tient. Ce qu'il y a de plus troublant dans la formation d'un cristal, et qu'il faut que tu gardes en tête pour la suite, c'est que ce choix se fait tout seul, sans que personne ne l'ordonne, sans qu'aucune main ne dispose les atomes un à un. Nul ne dit à l'eau qui gèle dans quel sens aligner ses cristaux. Nul ne souffle au fer dans quelle direction pointer son or, nul ne murmure au crayon vers quel côté tomber. La matière choisit d'elle-même, et c'est pour cela que les physiciens parlent d'une brisure spontanée de symétrie, ce mot de spontané voulant dire justement que cela vient du dedans, sans cause extérieure qui l'impose. Un ordre surgit du sein même de la matière, une régularité qu'elle enfante d'elle-même, comme une décision qu'elle prendrait sans qu'on la lui souffle. Retiens bien cette idée d'un ordre que la matière fait naître d'elle-même, sans qu'on le lui dicte, car c'est exactement ce que Wilczek allait chercher, non plus dans l'espace, mais dans le temps, un rythme que la matière choisirait toute seule, sans que rien au dehors le lui impose. Voilà donc ce qu'est un cristal ordinaire, de l'ordre dans l'espace, un motif qui se répète de proche en proche, une symétrie de l'espace qui s'est brisée pour laisser place à une régularité. Et maintenant, prépare-toi, car c'est ici que va surgir la question qui a tout déclenché, la question si simple et si vertigineuse qu'un physicien a osé la poser un jour, et que personne, avant lui, n'avait vraiment prise au sérieux. Puisqu'un cristal, c'est de l'ordre qui se répète dans l'espace, à intervalles réguliers de distance, ne pourrait-il pas exister, quelque part, une chose semblable, mais dans le temps? Une matière dont l'état ne se répéterait pas d'un point à l'autre de l'espace, mais d'un instant à l'autre du temps? Quelque chose qui, tout seul, sans qu'on le pousse, reviendrait au même état à intervalles réguliers, tic, puis de nouveau tic, puis encore tic, un motif tracé non pas sur l'étendue, mais sur la durée. Un ordre dans le temps. Un cristal fait, non de matière rangée dans l'espace, mais de mouvements rangés dans le temps. Celui qui a posé cette question s'appelle Frank Wilczek. Ce n'est pas un rêveur isolé, un original qu'on pourrait balayer d'un revers de main, c'est l'un des plus grands physiciens vivants, un esprit d'une puissance rare, récompensé du prix Nobel pour avoir percé l'un des secrets les plus profonds de la matière, la manière dont les particules au cœur des noyaux se tiennent ensemble. Un homme dont chaque intuition mérite qu'on s'y arrête. Et c'est en l'an 2012, alors qu'il enseignait à ses étudiants la belle histoire des cristaux et des symétries brisées, que cette pensée lui est venue, presque par jeu, presque par symétrie justement. Si l'espace peut se cristalliser, pourquoi pas le temps? Il a couché cette idée sur le papier, il l'a mise en équation, et il lui a donné ce nom qui allait faire couler beaucoup d'encre et soulever bien des colères, le cristal de temps. Il faut que tu saisisses combien cette question, sous son apparente simplicité, était naturelle et audacieuse à la fois. Naturelle, car depuis un siècle, les physiciens ont appris à traiter l'espace et le temps comme deux aspects d'une même étoffe, l'espace-temps, tissés ensemble, indissociables, gouvernés par les mêmes lois. Si l'espace peut porter un ordre, se cristalliser, se rythmer par la répétition régulière des atomes, alors pourquoi le temps, son frère jumeau, ne le pourrait-il pas? La question se posait presque d'elle-même, à qui osait la regarder en face. Mais audacieuse, car personne ne l'avait osé avant lui, personne n'avait pris au sérieux l'idée qu'une matière puisse porter un ordre dans le temps comme elle en porte un dans l'espace. Wilczek n'a pas lancé cette idée en l'air, comme une simple rêverie. Il a travaillé, mis en équation, publié dans les revues savantes, en deux textes, l'un traitant de la version la plus simple, presque mécanique, et l'autre de la version quantique, la plus profonde. Il a donné à sa proposition toute la rigueur d'une véritable prédiction de physicien, quelque chose qu'on pourrait chercher, tester, réfuter. Et c'est bien parce qu'il a présenté avec ce sérieux, et non comme une fantaisie, qu'elle a provoqué autant de remous. Mais pour saisir ce qu'il y avait de si audacieux, de si presque scandaleux dans cette idée, il te faut comprendre une exigence bien particulière que Wilczek avait posée, et qui changeait tout. Il ne parlait pas d'une horloge, ni d'un pendule, ni d'aucun de ces objets qui battent parce qu'on les a remontés, parce qu'on leur fournit de l'énergie,
parce qu'une pile, un ressort, une chute d'eau les entretient. Non. Wilczek imaginait quelque chose de bien plus étrange. Une matière qui battrait dans son état de plus basse énergie, dans son état fondamental, comme disent les physiciens. C'est-à-dire dans l'état où elle a déjà tout donné, tout rendu, tout dépensé, l'état où il ne reste plus rien à extraire, plus la moindre énergie à puiser. L'état de repos ultime, le fond du fond, le calme absolu vers lequel toute chose glisse quand on la laisse tranquille et qu'on la refroidit autant qu'on le peut. Pour bien te représenter ce qu'est cet état de plus basse énergie, cet état fondamental, imagine un paysage de collines et de vallées, et une bille qu'on y laisse rouler. Ou qu'on la pose, sur un versant, au sommet d'une colline, elle finit toujours par rouler vers le bas, par descendre, par chercher le point le plus creux, le fond de la vallée, et là, elle s'immobilise, car il n'y a plus nulle part où descendre. Ce fond de vallée, c'est l'état de plus basse énergie, l'état vers lequel toute chose tend quand on la laisse aller. Le point le plus bas, le repos, l'endroit où l'on ne peut plus tomber. Et une bille au fond de la vallée, chacun le sait, ne bouge plus, ne roule plus, reste là, tranquille. C'est cela, l'état fondamental d'un morceau de matière. Le fond de sa vallée d'énergie, le creux où il vient se poser quand il a tout dépensé. Et voici pourquoi l'idée de Wilczek semblait défier le bon sens. Il imaginait une bille qui, une fois parvenue au fond de la vallée, au point le plus bas où il n'y a plus rien à perdre, se mettrait pourtant à osciller, à rouler d'un bord à l'autre du creux, sans fin, sans que rien la relance. Une bille qui bougerait au fond de la vallée, là où toute bille ordinaire reste immobile pour toujours. Et c'est là que réside le vertige et le scandale. Car dans cet état de plus basse énergie, tout est censé être immobile, éteint, arrêté. C'est la définition même du repos. Un système qui a atteint son énergie minimale ne peut plus rien faire, ne peut plus bouger, car le moindre mouvement demanderait de l'énergie qu'il ne possède plus. Imaginez une matière qui, dans cet état de repos absolu, continuerait pourtant de battre, de tourner, de revenir sans cesse au même geste. Cela ressemblait à une contradiction dans les termes, à une absurdité. Cela ressemblait, surtout, à cette vieille chimère que les physiciens ont appris à fuir comme la peste, le mouvement perpétuel. Cette machine impossible qui tournerait pour toujours sans qu'on la nourrisse, ce rêve 1000 fois caressé et 1000 fois brisé par les lois de la nature. Un objet qui bouge sans fin, dans son état de plus basse énergie, sans qu'on lui donne rien. N'était-ce pas exactement la chose que 3 siècles de physique avaient déclaré impossible? Laisse-moi te dire un mot de ce vieux rêve du mouvement perpétuel, car il traverse toute l'histoire des hommes, et il éclaire pourquoi les physiciens s'en méfient tant. Depuis le Moyen Âge, et sans doute avant, des inventeurs par centaines ont cru pouvoir bâtir une machine qui tournerait pour toujours, sans qu'on la nourrisse de rien. On a dessiné des roues garnies de poids mobiles, censées rester à jamais déséquilibrées et donc tourner sans fin. On a imaginé des cascades qui rempliraient elles-mêmes le réservoir d'où elles jaillissent, le remontant sans cesse pour retomber sans cesse. On a rêvé d'aimants qui s'attireraient et se repousseraient en un balai sans repos. Toutes ces machines, sans exception, ont échoué. Toujours, quelque part, un frottement, une résistance, une dépense cachée finissait par tout ralentir, par tout arrêter. Et l'on a fini par comprendre pourquoi elles devaient tout échouer, non par malchance, mais par une loi profonde de la nature. L'énergie ne se crée pas à partir de rien, elle ne peut que passer d'une forme à une autre, se déplacer, se transformer, mais jamais surgir du néant. Une machine qui tournerait sans qu'on la nourrisse créerait de l'énergie à partir de rien, et cela, la nature ne le permet pas. Cette loi est si sûre, 6000 fois confirmée, que les bureaux des brevets, dans le monde entier, refusent depuis longtemps ne serait-ce que d'examiner les projets de mouvement perpétuel, tant on est certain qu'ils ne peuvent pas fonctionner. Tu comprends, dès lors, la méfiance qui a accueilli l'idée d'une matière battant sans fin dans son repos. Elle réveillait le fantôme de tous ses rêves brisés. Laisse-moi te faire sentir pourquoi cette chose paraissait si folle, en te faisant descendre, en pensée, vers ce fameux état de repos absolu. Imagine que nous prenions un morceau de matière, n'importe lequel, et que nous entreprenions de le refroidir, de le calmer, de lui ôter peu à peu toute agitation. Car la chaleur, tu le sais peut-être, n'est rien d'autre qu'une agitation. Dans tout ce qui est chaud, les atomes tremblent, vibrent, s'entrechoquent sans repos, et plus une chose est chaude, plus ce tremblement est violent. Refroidir, c'est calmer ce tremblement, c'est apaiser cette danse.
Alors descendons. Retirons la chaleur, apaisons l'agitation, faisons taire peu à peu le grelottement des atomes. Le morceau de matière se fige, ces atomes ralentissent, leur danse s'éteint. Nous approchons de ce que les physiciens appellent le zéro absolu, cette température ultime, la plus froide qui puisse exister, en dessous de laquelle on ne peut pas descendre, ce point où toute agitation thermique devrait cesser, où tout devrait s'immobiliser dans un silence parfait. Il faut d'ailleurs que je te confie ici une merveille que la nature garde en réserve, et qui rejoint de façon troublante notre histoire. On pourrait croire qu'au zéro absolu, à ce froid ultime, tout mouvement cesse tout à fait, que les atomes se figent en une immobilité parfaite, comme des statues de glace. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. Les lois du monde quantique, celles qui gouvernent l'infime, interdisent ce repos absolu, cette immobilité totale. Elles affirment qu'une particule ne peut jamais être à la fois tout à fait immobile et tout à fait située quelque part. Il lui reste toujours, même au plus froid du froid, un tremblement irréductible, un frémissement ultime que rien ne peut ôter, et qu'on appelle le mouvement de point zéro. Ainsi, même au zéro absolu, même dans le repos le plus profond que la matière puisse connaître, quelque chose en elle continue de vibrer, de frissonner, d'un frisson que le froid ne peut pas éteindre. Ce n'est pas encore le battement rythmé dont rêvait Wilczek, ce frisson-là est désordonné, sans cadence, sans mesure. Mais il te montre déjà que le repos absolu, l'immobilité parfaite, n'existe pas vraiment dans le monde de l'infime. Il y a toujours, tout au fond, un reste de mouvement. Et cette pensée rendait peut-être moins folle qu'il n'y paraissait l'idée d'un rythme survivant au cœur du repos. Approche-toi encore de ce froid extrême, en imagination, et ressens ce qu'il a de saisissant. Tout, autour de toi, sais-tu. Les atomes qui, à la chaleur du monde ordinaire, tremblaient et couraient en tous sens, se sont apaisés, presque arrêtés. C'est le grand calme de la matière, le repos le plus profond qu'elle puisse connaître, un silence si total qu'il en devient vertigineux. Rien ne bouge, rien ne bat, tout est suspendu, figé dans une paix glacée. C'est ici, dans ce silence absolu, dans ce froid où la moindre agitation s'est éteinte, que Wilczek imaginait pourtant entendre quelque chose. Un battement, un rythme, un pouls ténu qui, contre toute attente, refuserait de s'arrêter avec le reste, qui continuerait de marquer la mesure alors même que tout le reste s'est tu. Comme si, au plus profond du silence, une petite horloge invisible continuait, seule, à faire tic, tac, sans que rien la remonte, sans que rien la nourrisse, pour toujours. Prends un instant pour ressentir la beauté étrange de cette vision, avant même de savoir si elle est vraie. Une horloge, d'ordinaire, il faut la remonter, lui donner de l'énergie, un ressort tendu, une pile, un poids qui descend, et quand cette réserve s'épuise, l'horloge s'arrête. Toute horloge que nous connaissons vit sur une réserve qui se vide, et meurt quand elle est vide. Mais l'horloge que Wilczek imaginait ne vivait sur aucune réserve. Elle battait dans l'état où il n'y a plus rien à dépenser, plus rien à vider, et pourtant elle battait. C'était le rêve d'une pendule qui n'aurait besoin de rien, qui marquerait le temps par sa seule nature, comme une propriété aussi permanente que la couleur d'une pierre ou la forme d'un flocon. Non pas une machine qu'on remonte, mais une matière qui, parce qu'elle est, porterait en elle un battement, de la même façon qu'un cristal porte en lui sa structure régulière. Voilà ce qui rendait l'idée si séduisante pour les uns, si scandaleuse pour les autres. Elle promettait un rythme gravé dans l'être même de la matière, un tic-tac qui ferait partie de ce qu'elle est, et non de ce qu'on lui donne. Tu comprends maintenant pourquoi cette idée a suscité tant de résistance. Elle semblait défier l'une des lois les plus sacrées de la physique, l'une de ces lois qu'on n'ose pas toucher. Le principe qui interdit le mouvement perpétuel, qui affirme qu'on ne peut pas tirer du mouvement de rien, qu'une chose au repos absolu doit rester au repos. Beaucoup de physiciens, en lisant l'idée de Wilczek, ont froncé les sourcils. Certains l'ont trouvée séduisante, poétique, digne d'être explorée. D'autres l'ont jugée naïve, erronée, indigne d'un esprit de cette envergure. Il y eut des débats, des articles, des échanges parfois vifs. On accusa l'idée de cacher une faute quelque part, une erreur de raisonnement dissimulée sous l'élégance de l'image. Et l'on se mit en quête de la faille, avec cette ardeur particulière que mettent les savants à démolir une idée trop belle pour être vraie. Il faut que tu comprennes que ce genre de débat, loin d'être une querelle stérile,
est le sel même de la science, sa manière propre d'avancer. Une idée neuve surgit, hardie, dérangeante. Aussitôt, les esprits se partagent, les uns séduits, les autres méfiants, et chacun se met à la sonder, à la tourner en tous sens, à chercher où elle plie et où elle tient. Ceux mêmes qui doutaient de l'idée de Wilczek, en s'efforçant de la réfuter, ont dû la prendre au sérieux, l'étudier de près, en éprouver chaque rouage. Et c'est ainsi, en la malmenant, en la critiquant, en cherchant sa faille, qu'ils l'ont peu à peu clarifié, qu'ils ont dégagé ce qu'elle avait de vrai de ce qu'elle avait de trop hâtif. Une idée que personne ne discute est une idée morte. Une idée qu'on attaque de toutes parts est une idée vivante, qui grandit sous les coups, qui s'affine au feu de la contradiction. Le cristal de temps n'aurait jamais pris la forme précise et féconde qu'il a fini par prendre sans ces années de débat, sans ces objections, sans cette belle empoignade d'esprit rigoureux autour d'une intuition. Et il faut être honnête avec toi, car je ne veux jamais te tromper, même quand la vérité est moins jolie que le rêve. Les critiques avaient, pour une part, raison. Quelques années après la proposition de Wilczek, deux physiciens, en s'y prenant avec toute la rigueur des mathématiques, sont parvenus à démontrer quelque chose de décevant mais de solide. Ils ont prouvé, par un raisonnement que personne n'a pu prendre en défaut, que le cristal de temps rêvé par Wilczek, dans sa forme la plus pure, celle d'une matière qui battrait dans son véritable état de plus basse énergie, à l'équilibre, sans qu'on la touche jamais, était bel et bien impossible. La nature ne le permettait pas. Dans son état de repos le plus profond, une matière laissée à elle-même, en paix, ne peut pas battre sans fin. Elle doit rester immobile, comme le voulait le vieux principe. Le rêve, dans sa version la plus radicale, était mort. Et l'on aurait pu croire que l'histoire s'arrêtait là, sur cet échec, sur cette belle idée réfutée et rangée au magasin des chimères. Il y a quelque chose d'admirable dans la façon dont la science procède ici, et je veux que tu le savoures, car on croit souvent, à tort, que réfuter une idée est un geste hostile, une petite victoire mesquine. Ce n'est pas cela. Démontrer qu'une chose est impossible, en physique, c'est une conquête aussi précieuse que démontrer qu'une chose existe. Car cela délimite le domaine du possible, cela dresse une carte, cela dit, ici, n'allez pas chercher, il n'y a rien à trouver, la nature l'interdit. Ces deux physiciens qui ont prouvé l'impossibilité du cristal de temps à l'équilibre n'ont pas humilié Wilczek. Ils ont précisé sa question, ils ont resserré les contours de ce qui pouvait être. Et Wilczek lui-même, en homme de science accompli, a su reconnaître la valeur de leur démonstration, sans amertume, car il savait que c'est ainsi que la connaissance avance, en éliminant les fausses pistes pour mieux voir celles qui restent ouvertes. La réfutation, loin de refermer le sujet, l'a rendu plus net, plus tranchant. Elle a montré où était le mur. Il restait à chercher s'il y avait, quelque part le long de ce mur, une porte. Et cette histoire n'est pas la première du genre, loin de là, car l'histoire des sciences est pleine de ces idées d'abord moquées, puis réhabilitées sous une forme ou sous une autre. On a ri, jadis, de celui qui suggérait que les continents, ces masses énormes et immobiles, se déplaçaient au fil des âges, dérivant à la surface du globe comme des radeaux sur une eau très lente. On l'a traité de rêveur, et pourtant il avait raison. On a haussé les épaules devant l'idée que des pierres puissent tomber du ciel, que des roches venues de l'espace puissent frapper la terre. C'était, disait-on, une superstition de paysans, et pourtant les météorites existent bel et bien. Bien des vérités que nous tenons aujourd'hui pour évidentes ont d'abord été accueillies par le rire ou le mépris, parce qu'elles heurtaient le sens commun de leur temps. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que toute idée moquée soit une vérité qui s'ignore. La plupart des idées folles ne sont, hélas, que des idées fausses. Mais cela invite à une prudence, à une humilité, à ne pas trop vite fermer les portes. Car nul ne sait jamais tout à fait, sur le moment, si l'idée qu'il raille est une chimère ou une lumière encore mal formulée, qui attend seulement qu'on lui trouve la forme juste. Mais c'est ici, justement, que l'histoire devient belle, car les grandes idées ne meurent pas si vite. Elles se transforment, elles se déplacent, elles renaissent sous une autre forme, souvent plus riche et plus subtile que la première. Ce qui était impossible dans un cas se révélait peut-être possible dans un autre, à peine différent. Car les physiciens qui avaient démontré l'impossibilité avaient été précis, comme le sont toujours les bonnes démonstrations. Ils avaient prouvé qu'une matière laissée tout à fait en paix, dans son pur état de repos, ne pouvait pas battre. Mais que se passerait-il si on ne la laissait pas tout à fait en paix? Si,
Au lieu de l'abandonner à son silence, on la caressait à un rythme régulier, on la poussait à intervalles égaux, on la secouait avec une régularité parfaite, comme on pousse une balançoire. La démonstration d'impossibilité ne disait plus rien de ce cas-là. Une porte, qu'on croyait close, restait entr'ouverte. Laisse-moi te faire comprendre cette nuance, car elle est le cœur de toute l'affaire, et elle est plus simple qu'il n'y paraît. Pense de nouveau à une balançoire dans un jardin, et à un enfant qu'on pousse. Tu le pousses à un certain rythme, disons une poussée à chaque fois qu'il revient vers toi. 1, 2, 1, 2. Et la balançoire, elle, se balance à ce même rythme. Elle revient vers toi juste au moment où tu la pousses, en cadence, en accord avec ta main. C'est le comportement ordinaire, attendu, celui de presque tout ce qu'on secoue à un rythme régulier. La chose répond au rythme qu'on lui impose, elle bat comme on la fait battre, ni plus vite ni plus lent. Le rythme de la réponse est le rythme de la poussée. Rien d'étonnant, rien de mystérieux. C'est ce que fait le monde, d'ordinaire, quand on le secoue en mesure. Mais imagine, maintenant, une chose plus étrange, une balançoire un peu magique. Tu la pousses toujours au même rythme, 1, 2, 1, 2, sans jamais changer ta cadence. Et pourtant, cette balançoire-là, au lieu de revenir à chaque poussée, ne revient qu'une fois sur 2. Tu pousses 2 fois, elle n'accomplit qu'un seul grand va-et-vient. Ton rythme à toi, régulier, marque 1, 2, 1, 2, mais le rythme de la balançoire, lui, marque un temps sur 2, à moitié plus lent, un long balancement pour 2 de tes poussées. Elle a choisi, toute seule, un rythme qui n'est pas le tien, un rythme plus lent, un multiple du tien. Voilà qui serait déjà surprenant pour une balançoire. Et pourtant, c'est exactement ce que fait un cristal de temps. On le secoue à un certain rythme, régulier, imposé de l'extérieur, et lui, au lieu de battre au même rythme, se met à battre à un rythme différent, plus lent, un battement pour 2 ou 3 secousses, un rythme qu'il a en quelque sorte inventé, choisi, adopté de lui-même, et qui n'était écrit nulle part dans la manière dont on le poussait. Ce comportement, ce battement à un rythme plus lent que la poussée, a un nom dans le monde de la physique, un nom qui dit bien ce qu'il est. On parle de réponse à un rythme sous-multiple, un rythme qui est une fraction de celui qu'on impose, la moitié, le tiers, le quart. Et pour te faire sentir combien c'est inhabituel, laisse-moi t'offrir une autre image. Imagine une salle pleine de gens à qui l'on demanderait de frapper dans leurs mains en suivant un tambour qui bat à un rythme régulier. Le plus naturel serait que chacun frappe à chaque coup de tambour, en cadence. Mais imagine que, sans s'être concertés, tous ces gens se mettent à ne frapper qu'un coup de tambour sur 2, tous ensemble, tous d'accord sur les mêmes temps, laissant passer un coup sur 2 dans un silence commun. Ce serait stupéfiant. D'où viendrait cet accord? Qui aurait choisi quel coup frapper et quel coup sauter? Rien, dans le tambour, ne le disait. Cet accord serait né de la foule elle-même, de quelque chose qui la traverse et la lie. Voilà exactement ce que fait un cristal de temps. Une multitude de petits éléments qui, secoués tous au même rythme, se mettent d'accord tout seuls pour battre un rythme plus lent, choisissant ensemble les temps forts et les temps de silence, comme une foule qui aurait trouvé, sans chef d'orchestre, une cadence commune que nul ne lui avait dictée. Prends la mesure de ce que cela signifie, car c'est là que se cache la vraie merveille. Quand tu pousses une chose et qu'elle te répond au même rythme, il n'y a pas de mystère. Le rythme de sa réponse, tu le lui as donné, il vient de toi. Mais quand une chose que tu pousses à un certain rythme se met à battre un rythme différent, un rythme plus lent qu'elle a choisi elle-même, alors ce rythme-là ne vient plus de toi. Il naît d'elle. C'est une propriété de la matière elle-même, une régularité qu'elle a fait surgir de son propre fond, et non pas le simple écho de ce qu'on lui imposait. La matière a brisé le rythme qu'on lui donnait pour en adopter un autre, un rythme à elle. Et c'est en cela qu'elle mérite d'être appelée un cristal de temps. De même que le cristal ordinaire brise l'uniformité de l'espace pour choisir un pas, une maille, une distance régulière qui lui est propre, le cristal de temps brise le rythme qu'on lui impose pour choisir un rythme régulier bien à lui, une cadence tracée dans le temps qu'il a fait naître de lui-même. Et c'est pour cette raison qu'on parle non pas d'un simple phénomène curieux, mais bel et bien d'une phase de la matière, un mot qui mérite qu'on s'y arrête, car il donne à cette découverte toute sa portée. Une phase de la matière, tu en connais déjà plusieurs sans y penser. La glace, l'eau liquide, la vapeur sont 3 phases d'une même substance, 3 manières d'être de l'eau, selon qu'elle est froide,
tiède ou brûlante. Passer de l'une à l'autre, geler, fondre, bouillir, c'est changer de phase, basculer d'une façon d'être à une autre. Et l'histoire de la physique, depuis un siècle, est en partie l'histoire de la découverte de phases nouvelles inattendues, que nul n'avait imaginées. Des métaux qui, refroidis à l'extrême, laissent passer le courant électrique sans la moindre résistance, comme si toute friction avait disparu. Des liquides qui, au grand froid, se mettent à ramper le long des parois de leur récipient et à s'en échapper, sans plus de viscosité pour les retenir. Chacune de ces phases exotiques fut, en son temps, une surprise, une façon d'être de la matière que personne n'attendait. Le cristal de temps vient s'ajouter à cette liste, mais avec une nouveauté radicale. Toutes les phases qu'on connaissait jusque-là étaient des façons d'être ordonnées dans l'espace, ou de circuler dans l'espace. Le cristal de temps, lui, est la première phase de la matière dont l'ordre se déploie dans le temps, dont la signature est un rythme plutôt qu'une structure. C'est une catégorie tout à fait neuve dans le grand catalogue des états de la matière. Mais ce n'est pas encore le plus étonnant. Ce qui achève de faire de cette chose un véritable cristal, une véritable phase de la matière, et non un simple caprice passager, c'est sa solidité, sa robustesse, son entêtement. Songe à ce qui rend un cristal ordinaire si remarquable. Ce n'est pas seulement qu'il est ordonné, c'est que son ordre résiste. Tu peux chauffer un peu un diamant, le bousculer, le frapper, il reste un diamant, sa structure tient bon, ses atomes gardent leur belle disposition. L'ordre du cristal a une rigidité, une tenue, une capacité à se maintenir malgré les perturbations. Eh bien, le cristal de temps possède la même vertu, mais dans le temps. Son rythme, une fois choisi, s'accroche, persiste, résiste aux imperfections. Même si tu ne pousses pas de façon tout à fait exacte, même si tes secousses sont un peu irrégulières, un peu bancales, un peu de travers, il continue de battre à son rythme à lui, imperturbable, se corrigeant tout seul, refusant de dériver. C'est un rythme qui se répare de lui-même, qui tient sa mesure envers et contre tout, comme un cœur qui garderait son tempo au milieu du désordre du monde. Il fallait, pour rendre cela possible, résoudre une difficulté redoutable, et c'est ici qu'entre en jeu l'une des plus subtiles inventions de la physique récente. Car lorsqu'on secoue une matière à un rythme régulier, encore et encore, sans jamais s'arrêter, il se produit d'ordinaire une chose fatale, elle chauffe. Chaque secousse lui apporte un peu d'énergie, et cette énergie s'accumule, agite les atomes, échauffe le tout, jusqu'à ce que la matière devienne un chaos brûlant et informe où tout ordre se dissout. C'est comme si, à force de pousser la balançoire, on finissait par tout mettre sens dessus-dessous. Un rythme délicat, choisi, ne saurait survivre dans cette fournaise. Il faut donc un moyen d'empêcher la matière de chauffer, de la rendre sourde à l'accumulation d'énergie, capable d'être secouée sans fin sans jamais s'échauffer. Et les physiciens ont découvert qu'il existe des états très particuliers de la matière, des états où le désordre se fige, où chaque atome reste comme enfermé sur place, incapable de partager son agitation avec ses voisins, de sorte que l'énergie ne peut plus se répandre ni s'accumuler. Dans ces états gelés, verrouillés, la matière peut être secouée sans fin sans chauffer, sans se déliter, et c'est dans ce refuge que le rythme du cristal de temps peut enfin subsister, à l'abri de la chaleur qui, partout ailleurs, l'aurait détruit. Cette manière qu'a la matière de se verrouiller, d'empêcher l'énergie de se répandre, est en elle-même une chose fascinante, et une image toute simple t'aidera à la saisir. Pense à une rumeur qui court dans une assemblée. Dans une salle où tout le monde se parle, se mêle, s'agite, une rumeur se propage en un instant. Chacun la transmet à son voisin, qui la transmet au suivant, et bientôt toute la salle est au courant. C'est ainsi, d'ordinaire, que l'énergie et l'agitation se propagent dans la matière. De proche en proche, chaque atome passant son trouble suivant, jusqu'à ce que tout l'ensemble soit échauffé, agité en tous ses points, comme une salle entière parcourue par la même rumeur. Mais imagine à présent une assemblée où chacun serait cloué sur place, incapable de se tourner vers son voisin, où le désordre serait tel que nul message ne pourrait circuler. La rumeur, née dans un coin, y resterait, prisonnière, sans jamais gagner le reste de la salle. C'est à peu près ce qui se passe dans ces états verrouillés de la matière. Le désordre y est disposé de telle façon que l'agitation reste piégée là où elle naît, incapable de se répandre, incapable d'échauffer l'ensemble. Et c'est cet emprisonnement de l'énergie qui permet au rythme délicat du cristal de temps de survivre,
là où, dans une matière ordinaire, la chaleur montante l'aurait aussitôt effacé. L'idée de ce cristal de temps d'un genre nouveau, non plus rêvé dans un impossible repos absolu, mais battant sous une caresse régulière, a germé dans l'esprit de plusieurs physiciens presque en même temps, comme il arrive souvent quand une idée est mûre. Un chercheur polonais, du nom de Sacha, en avait posé les premières pierres. D'autres, comme Norman Igreau et ses collègues, en ont bâti la théorie complète. On calculait comment une telle chose pourrait exister, quelle forme elle prendrait, comment on pourrait la reconnaître si on la rencontrait. Ils ont, en quelque sorte, dressé le portrait robot du cristal de temps, décrit ses traits, ses signes distinctifs, la manière dont il trahirait sa présence. Et ce portrait une fois tracé, la course était lancée. Il ne restait plus qu'à le trouver dans le monde réel, à fabriquer, dans un laboratoire, une matière qui battrait de cette façon impossible et pourtant permise. Le rêve moqué de Wilczek, transformé, affiné, rendu possible, attendait maintenant qu'une main le fasse naître. Il y a, dans ce moment de l'histoire, une tension délicieuse, celle qui précède toute grande découverte expérimentale. La théorie avait parlé. Elle disait qu'une telle chose pouvait exister, elle en décrivait les traits, elle indiquait où chercher et quoi guetter. Mais entre ce que la théorie autorise et ce que la nature consent à montrer, il y a toujours un abîme, et bien des choses permises sur le papier ne se laissent jamais attraper dans un laboratoire. Il fallait donc trouver la bonne matière, le bon système, assez petit pour qu'on le maîtrise atome par atome, assez isolé du monde pour qu'il ne se réchauffe pas, assez riche pour qu'un rythme collectif puisse y naître. Plusieurs équipes, à travers le monde, se sont mises en quête, chacune avec ses outils, ses matières de prédilection, ses tours de main. Et c'est cette quête, discrète, patiente, menée dans le silence des laboratoires, qui allait, en l'espace de quelques mois, transformer le rêve raillé en une réalité qu'on pouvait mesurer. Et cette naissance eut lieu, presque coup sur coup, dans deux laboratoires que rien ne reliait, avec deux matières tout à fait différentes, comme si l'idée, une fois mûre, avait éclos en même temps en deux endroits du monde. C'était en l'an 2017, 5 ans à peine après la proposition raillée. Laisse-moi te conduire dans le premier de ces laboratoires, celui d'une équipe menée par un physicien du nom de Monroe, dans une université américaine. Ce qu'ils avaient fabriqué, imagine-le. Une petite rangée d'atomes, une dizaine à peine, non pas des atomes ordinaires mais des atomes chargés, des ions, suspendus dans le vide le plus parfait, tenus en lévitation par des champs invisibles, alignés en une file minuscule comme des perles sur un fil qu'on ne verrait pas. Aucune paroi ne les touchait, aucune matière ne les portait. Ils flottaient là, dans le rien, maintenus par la seule force de champ électrique d'une précision inouïe. Et sur cette petite file d'atomes suspendus, l'équipe braquait des faisceaux de lumière, des éclairs de laser, à un rythme d'une régularité parfaite, tic, 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 une pulsation de lumière encore et encore. Et voici ce qu'ils observèrent, ce qui les stupéfia et fit le tour du monde savant. Les atomes, sous cette pluie régulière d'éclairs, ne répondaient pas au rythme des éclairs. Ils basculaient, retournaient leur état minuscule, une fois sur deux seulement, battant à un rythme 2 fois plus lent que la lumière qui les frappait. On les poussait à un certain tempo, et ils dansaient à la moitié de ce tempo, avec entêtement, une réponse pour 2 poussées, exactement comme la balançoire magique dont je te parlais. Et quand on dérangeait un peu le rythme des éclairs, quand on les rendait imparfaits, bancals, les atomes n'en avaient cure. Ils gardaient leur rythme à eux, leur battement 2 fois plus lent, imperturbable, se corrigeant d'eux-mêmes. Ils avaient bel et bien brisé le rythme qu'on leur imposait pour en adopter un autre, un rythme né de leur propre nature. Un cristal de temps venait de naître, là, dans le vide, au bout d'une file d'atomes suspendus dans la lumière. Arrête-toi un instant pour mesurer le raffinement de ce qu'ils avaient accompli. Pour maintenir ces quelques atomes suspendus, immobiles dans le vide, il faut un contrôle d'une délicatesse extrême, des champs ajustés en permanence, un vide plus poussé que celui de l'espace entre les planètes, un refroidissement qui apaise presque tout tremblement. Et une fois ces atomes tenus là, alignés, il faut savoir lire ce qu'ils font, deviner le sens dans lequel chacun penche, à chaque battement, sans les perturber, en les interrogeant avec une infinie douceur au moyen de la lumière. C'est un travail d'orfèvre, de patience, de précision, mené par une équipe entière au fil de longs mois. Et au bout de cet effort, la récompense fut ce battement inattendu,
ce rythme 2 fois plus lent que la lumière qui pulsait sur les atomes, ce signe discret mais indubitable qu'une chose nouvelle était là, qu'un ordre avait pris naissance dans le temps. Les chercheurs, en voyant apparaître ce battement à contretemps sur leurs instruments, surent qu'ils tenaient là quelque chose que Wilczek avait rêvé et qu'on avait dit impossible. Et au même moment, ou presque, dans un autre laboratoire, une seconde équipe, menée par un physicien nommé Loukine, obtenait le même prodige avec une matière tout à fait différente, ce qui rendait la découverte plus convaincante encore. Car eux, ce n'étaient pas des atomes suspendus dans le vide qu'ils avaient utilisé, mais quelque chose de beaucoup plus proche du monde ordinaire, quelque chose que tu pourrais presque tenir dans ta main, un diamant. Un petit diamant, semblable à ceux des bagues, à ceci près qu'il n'était pas parfait. Dans sa trame d'atomes de carbone si régulière, il portait des défauts, des trous, des places où un atome de carbone manquait et où s'était logé, à côté, un atome d'une autre sorte. Ces petites imperfections, ces grains de sable dans la belle machine du cristal, se comptaient par millions, disséminés dans la pierre. Et chacune de ces imperfections se comportait comme un petit aimant minuscule, un petit compas capable de pointer dans un sens ou dans l'autre. Sur ce diamant constellé d'imperfections, l'équipe envoyait, elle aussi, des impulsions à un rythme régulier, non pas de lumière visible cette fois, mais d'ondes invisibles, encore et encore, tic, tic, tic. Et les millions de petits compas nichés dans la pierre, tous ensemble, se mettaient à basculer d'un sens à l'autre, non pas au rythme des impulsions, mais à un rythme 2 fois plus lent, tous en chœur, tous d'accord, comme une foule immense qui aurait, d'elle-même, trouvé une cadence commune plus lente que le battement qu'on lui imposait. Là encore, la matière avait choisi son propre rythme, l'avait maintenu contre les imperfections, l'avait fait surgir de son propre fond. 2 laboratoires, 2 matières que rien ne rapprochait, une file d'atomes flottant dans le vide et une pierre précieuse criblée de défauts, et pourtant le même prodige, le même battement choisi, la même naissance d'un cristal de temps. Ce que Wilczek avait rêvé et qu'on avait raillé était devenu réel, sous une forme transformée, dans la matière véritable du monde. Il y a, dans le choix du diamant, quelque chose qui me touche, et que je veux te faire remarquer. Nous avons l'habitude de voir dans le diamant l'image de la perfection, de la pureté sans défaut, de la transparence absolue. Or c'est justement grâce à ces défauts, à ces imperfections, à ces places où la belle trame de carbone se trouve rompue, que le diamant a pu devenir un cristal de temps. Sans ces millions de petites failles, chacune abritant son minuscule aimant, il n'y aurait ni petit compas à faire basculer, ni cœur possible, ni rythme collectif. La perfection lisse et sans défaut n'aurait rien donné. C'est l'imperfection, semée dans la pierre, qui a rendu la merveille possible. Et je trouve une douceur particulière à cette leçon venue d'un simple diamant, que les failles, les défauts, les endroits où l'ordre se rompt, peuvent être justement les lieux d'où naît quelque chose de neuf, un rythme, une vie, un champ commun que la perfection n'aurait jamais su faire lever. L'histoire ne s'est pas arrêtée là, et je veux te la conduire jusqu'à son présent, car elle continue de s'écrire. Quelques années plus tard, ce ne sont plus de simples fils d'atomes ni des diamants qu'on a fait battre de cette façon, mais le cœur même des ordinateurs quantiques, ces machines encore balbutiantes et prodigieuses que les plus grandes entreprises et les plus grands laboratoires du monde s'efforcent de bâtir. Sur l'une de ces machines, une puce quantique portant le nom de Sycamore, une équipe a fabriqué un cristal de temps plus grand, plus net, plus convaincant que tous les précédents, en faisant battre de concert des dizaines de ces minuscules éléments qui composent le cœur de la machine. Ce qui n'était qu'une curiosité fragile devenait une phase de la matière qu'on savait désormais convoquer, étudier, façonner à volonté. Le cristal de temps, dit démoqué, était devenu un objet d'étude respectable, un nouveau chapitre dans le grand livre des états de la matière, aux côtés des solides, des liquides, des gaz, des cristaux ordinaires et de tant d'autres formes que la nature sait prendre. Ce passage aux ordinateurs quantiques n'est pas un simple détail technique, et je veux en dire un mot, car il marque une maturité nouvelle. Sur ces machines, on peut disposer les minuscules éléments un à un, régler leurs liens, ajuster chaque détail à volonté, ce qui permet d'étudier le cristal de temps avec une maîtrise qu'aucune matière naturelle n'offrait. On a pu vérifier, mesure après mesure, que le rythme tenait bon sur de longues durées, qu'il résistait aux imperfections, qu'il ne dérivait pas, qu'il possédait bien cette rigidité, cette robustesse qui font d'un simple battement une véritable phase de la matière. Des laboratoires du monde entier,
des universités et des entreprises, ont uni leurs efforts autour de ces démonstrations, comme pour saluer ensemble une idée qui, quelques années plus tôt, faisait sourire. Et de savoir que ce battement autrefois jugé impossible tourne aujourd'hui au cœur des machines les plus avancées que l'humanité sache construire, a quelque chose de saisissant. Le rêve moqué d'un homme est devenu un outil, un objet d'étude sérieux, une pièce du grand édifice de la science. Mais il faut, maintenant, que je m'arrête avec toi sur un point délicat, et que je te le dise avec toute l'honnêteté possible, car c'est ici qu'on se méprend le plus souvent, et je ne veux pas te laisser sur une illusion, si belle soit-elle. Ce cristal de temps, ce rythme qui ne s'use pas, n'est pas une machine à mouvement perpétuel. Il ne produit pas d'énergie. On ne peut rien lui prendre, rien lui soutirer, rien en tirer d'utile. Il ne fera jamais tourner la moindre roue, n'allumera jamais la moindre ampoule, ne fournira jamais le moindre travail. Le vieux principe qui interdit de tirer du mouvement de rien n'est en rien enfreint. Il tient toujours, aussi solide qu'avant. Car ce cristal de temps, souviens-toi, n'est pas laissé tout à fait en paix. On le pousse, on le secoue, on le caresse à son rythme régulier. Ce qui est remarquable, ce n'est pas qu'il batte sans qu'on le touche, car on le touche. C'est qu'il batte à un rythme différent de celui qu'on lui impose, un rythme à lui, et qu'il le maintienne sans se laisser échauffer, sans se dissoudre, sans s'user. Le prodige n'est pas dans l'énergie qu'il donnerait, car il n'en donne aucune. Il est dans l'ordre qu'il maintient, dans la régularité qu'il fait naître et qu'il garde. Il faut aussi que tu saisisses bien ce qui reste, malgré cette honnêteté, absolument merveilleux dans la chose, car il serait injuste de te laisser croire que la déception l'emporte. Le rêve le plus pur de Wilczek, celui d'un battement dans le vrai repos absolu, sans qu'on touche à rien, ce rêve-là demeure impossible, et il faut le savoir. Mais ce qu'on a trouvé à la place n'en est pas moins prodigieux. Une matière qui possède un rythme propre, une cadence qu'elle a choisie, un ordre non plus dans l'espace mais dans le temps, une régularité qui résiste, qui se répare, qui tient bon. Pour la première fois dans l'histoire de la science, on a fabriqué une matière qui a un pouls, non pas au sens d'une horloge qu'on remonte, mais au sens d'un rythme surgi de sa propre nature, aussi caractéristique d'elle que la structure d'un cristal l'est du diamant. On a montré que le temps, lui aussi, à l'égal de l'espace, peut porter l'empreinte d'un ordre, peut se cristalliser, peut recevoir la marque d'une régularité que la matière fait naître d'elle-même. Et cela, personne, avant Wilczek et ceux qui l'ont suivi, ne l'avait imaginé possible. Il y a, dans cette parenté nouvelle entre l'espace et le temps, quelque chose qui prolonge une longue histoire, et qui devrait te faire rêver un peu avant que le sommeil ne vienne. Pendant des millénaires, les hommes ont pensé le temps et l'espace comme deux choses tout à fait séparées, sans commune mesure. L'espace, où l'on va et vient à sa guise, en avant, en arrière, à droite, à gauche, et le temps, ce fleuve à sens unique qui nous emporte sans qu'on puisse jamais remonter son cours. Puis, il y a un peu plus d'un siècle, on a compris que l'espace et le temps étaient liés de bien plus près qu'on l'avait cru, tissés dans une même étoffe, si bien que ce que l'un fait, l'autre le fait aussi, à sa manière. Le cristal de temps est comme un nouveau chapitre de cette réconciliation. Après avoir compris que le temps se courbe comme l'espace, se dilate comme l'espace, voici qu'on découvre qu'il peut aussi se cristalliser comme l'espace, porter un ordre régulier comme l'espace en porte un. Peu à peu, le temps cesse d'être ce grand mystère à part, cette exception irréductible, pour devenir le compagnon de l'espace, soumis, lui aussi, au même jeu d'ordre et de symétrie. Et il y a, dans cette lente réconciliation du temps et de l'espace, une forme d'harmonie profonde, comme si l'univers, peu à peu, se révélait plus unifié, plus d'un seul tenant, que nous ne l'avions d'abord cru. Songe, dans le calme de cette nuit, à ce que cette aventure nous dit de la connaissance et de ceux qui la font. Une idée surgit dans l'esprit d'un homme, une idée si étrange qu'on la moque, qu'on la déclare impossible, qu'on démontre même, par la force des mathématiques, qu'elle ne peut pas être vraie sous la forme où il avait rêvé. Et pourtant, cette idée ne meurt pas. Elle se transforme, elle se déplace d'un pas de côté, elle trouve la fissure par où se glisser dans le réel, et quelques années plus tard, dans des laboratoires du monde entier, on la tient entre les mains, changée, assagie, mais vivante. Il y a là quelque chose qui devrait nous rendre humbles devant les idées, même les plus folles, même les plus improbables. Car nul ne sait jamais tout à fait, quand une idée neuve surgit, si elle est une chimère ou une vérité qui s'ignore encore, une erreur ou une porte entr'ouverte sur un monde qu'on n'avait pas su voir.
Ce qu'on raille aujourd'hui, on le fabriquera peut-être demain. Ce qu'on déclare impossible n'est parfois que mal formulé, et attend qu'un esprit patient trouve la forme juste sous laquelle il devient possible. Et il y a, dans cette histoire de rythme qui ne s'use pas, quelque chose qui touche à nos plus vieilles rêveries, à ce désir que les hommes ont toujours porté d'un mouvement qui ne s'arrêterait jamais, d'une chose qui échapperait à l'usure, à la fatigue, à la lente descente vers l'immobilité qui guette tout ce qui existe. Nous savons, au fond de nous, que tout s'use, que tout ralentit, que tout finit par s'arrêter. Les horloges se dérèglent, les ressorts se détendent, les feux s'éteignent, les corps se fatiguent, et l'univers entier, nous dit-on, glisse sans hâte vers un grand repos où plus rien ne bougera. Contre cette vérité mélancolique, l'idée d'un rythme qui persisterait, qui garderait sa mesure sans jamais faiblir, a quelque chose de consolant, presque de tendre. Le cristal de temps ne nous offre pas le mouvement perpétuel des anciens rêveurs, non, mais il nous offre l'image, réelle celle-là, d'un ordre qui tient, d'une cadence qui résiste, d'un battement qui refuse de dériver au milieu du désordre du monde. Une petite promesse de constance, arrachée à la matière la plus froide. Laisse-moi maintenant, sans hâte, te ramener de ces laboratoires glacés vers la tiédeur de ta chambre, vers ton lit, vers le poids doux de ton corps sur le matelas. Car il y a, dans tout ce que nous venons de parcourir, quelque chose qui te concerne de très près, quelque chose qui bat en toi, en cet instant même, sans que tu aies besoin d'y penser. Pose une main, si tu veux, sur ta poitrine, ou bien contente-toi de la sentir se soulever et redescendre. Il y a là, sous ta paume, un rythme. Ton cœur bat, à sa cadence tranquille, encore et encore, depuis le premier jour de ton existence, sans que tu l'aies jamais remonté, sans que tu aies jamais eu à y songer. Ton souffle, lui aussi, va et vient à son rythme, l'air qui entre, l'air qui repart, une marée douce qui ne s'arrête pas. Tu es, toi aussi, à ta manière, un être fait de rythme, une chose qui bat, qui pulse, qui garde la mesure au fil des heures et des jours. Bien sûr, ton cœur, lui, n'est pas un cristal de temps, et je ne veux pas te tromper là-dessus. Il se nourrit, il consomme, il puise son énergie dans ce que tu manges et respires, il pourrait se fatiguer, il connaîtra un jour son dernier battement. Il n'échappe pas, comme rien n'échappe, aux lois de l'usure. Mais il y a tout de même, entre ce battement du cristal glacé au fond des laboratoires et le battement de ton propre cœur dans le calme de cette nuit, une parenté secrète, une même façon d'être au monde. Car l'un et l'autre nous disent que la matière, la simple matière dont tu es fait comme le diamant et les atomes suspendus, c'est produire du rythme, c'est engendrer de la régularité, c'est faire naître d'elle-même une cadence qui n'était écrite nulle part. Le monde n'est pas seulement de l'espace et des choses rangées côte à côte. Il est aussi du temps, du rythme, du battement, et jusque dans sa matière la plus froide, il porte en lui la possibilité d'un pouls. Songe, dans le calme de cette nuit, à quel point le monde qui t'entoure est déjà tissé de rythme, bien avant qu'on ait fabriqué le moindre cristal de temps. La mer monte et redescend, 2 fois par jour, en une lente respiration qui soulève et abaisse les océans depuis des milliards d'années. Le jour succède à la nuit, et la nuit au jour, en un battement patient qui règle le sommeil et l'éveil de presque tout ce qui vit. Les saisons reviennent, l'hiver après l'automne, le printemps après l'hiver, en une ronde immense qui ne se lasse pas. Ton propre corps est plein d'horloges secrètes, le cœur qui bat, le souffle qui va et vient, et jusqu'à ces rythmes plus lents, cachés, qui te rendent somnole le soir et alerte au matin, accordés depuis toujours sur la course du soleil. Le monde n'est pas une chose figée sur laquelle le temps glisserait sans laisser de traces. Il est lui-même fait de retours, de reprises, de cadences enlacées, du plus rapide frémissement des atomes jusqu'au lent balancement des astres. Le cristal de temps n'a fait qu'ajouter, à cette immense symphonie de rythme, une note nouvelle et inattendue, en montrant que la matière la plus froide, elle aussi, peut se mettre à battre. Ressens, dans ce calme, à quel point cette pensée est apaisante plutôt qu'inquiétante. Nous avons descendu ensemble, cette nuit, jusqu'au froid le plus extrême, jusqu'à ce repos glacé où tout devrait être figé, éteint, arrêté pour toujours. Et là, au fond de ce silence, au lieu du néant que nous attendions, nous avons trouvé un battement, un rythme, une chose qui persiste. Il en va peut-être, cette nuit, un peu comme cela pour toi. Tu descends, à mesure que le sommeil approche, vers ton propre repos, vers un calme de plus en plus profond, vers ce fond doux où les pensées du jour s'apaisent et se figent enfin. Et pourtant,
Dans ce repos qui te gagne, quelque chose en toi continue, veille, bat sans relâche. Ton cœur poursuit sa cadence tranquille, ton souffle va et vient, ton corps entretient en silence tous les rythmes secrets qui te maintiennent en vie, sans que tu aies rien à faire, sans que tu aies rien à surveiller. Le repos n'est pas l'arrêt de tout. C'est un calme sous lequel un battement fidèle continue de veiller sur toi. Repense un instant, avant que le sommeil ne te prenne, au chemin que nous avons parcouru ensemble. Nous sommes partis d'une idée simple, celle du cristal, de l'ordre qui se répète dans l'espace, du grain de sel et du flocon de neige. Puis nous avons suivi une question audacieuse, celle d'un homme qui a osé demander si le temps, lui aussi, pouvait se cristalliser, porter un rythme surgi de la matière elle-même. Nous l'avons vu moquer, réfuter, son rêve le plus pur déclaré impossible. Puis nous avons vu ce rêve renaître, transformé, sous la forme d'une matière qu'on caresse à un rythme régulier et qui répond à un rythme bien à elle, plus lent, entêté, robuste. Nous sommes entrés dans 2 laboratoires, nous avons vu une file d'atomes suspendus dans le vide et une pierre précieuse criblée de défauts se mettre à battre de concert, à contretemps de la lumière qui les frappait. Et nous avons appris à ne pas nous méprendre. Ce battement ne donne pas d'énergie, ne viole aucune loi, ne fera jamais tourner la moindre roue, il est bien plus subtil que cela, bien plus beau, un ordre pur inscrit dans le temps, une régularité que la matière garde envers et contre tout. Et de ce long voyage, il reste surtout ceci, que je veux déposer en toi comme on pose une pierre douce au fond d'une eau calme. Le monde est plus riche, plus étrange, plus plein de rythmes cachés que sa surface ne le laisse paraître. Sous l'apparente immobilité des choses, jusque dans le froid le plus glacé, jusque dans le repos le plus profond de la matière, se tiennent des battements insoupçonnés, des cadences qui ne s'usent pas, des ordres que nul n'avait imaginés. Tu n'as pas besoin de tout comprendre de ces merveilles pour te laisser bercer par elles, pas plus que ton cœur n'a besoin que tu comprennes ces rouages pour continuer de battre pendant ton sommeil. Il te suffit de savoir qu'elles sont là, ces cadences fidèles, au fond des laboratoires glacés comme au fond de ta propre poitrine, tissant sans fin l'étoffe rythmée du monde, et qu'elles veillent, cette nuit, pendant que tu te reposes. Alors laisse ton esprit redescendre, sans hâte, de ces laboratoires glacés et de ces cristaux qui battent, vers le calme simple de ton lit. Tu n'as plus rien à comprendre, rien à retenir, rien à saisir. Laisse seulement demeurer en toi cette impression douce, celle d'un monde qui, sous chaque chose familière, garde des rythmes secrets et fidèles, un monde où même le froid le plus absolu peut cacher un pouls, où même le repos le plus profond n'est jamais tout à fait l'arrêt de tout. Et sache que tu reposes, cette nuit, porté par ton propre rythme, ce battement patient qui t'accompagne depuis toujours et qui continuera de veiller sur toi tandis que tu glisses vers le sommeil, fidèle, tranquille, à une cadence qui ne te demande rien, sinon de te laisser aller. Que ce mystère te berce plutôt qu'il ne t'agite. Il n'exige rien de toi. Il ne te demande pas de le résoudre, mais seulement de le contempler un instant, avec cette douceur émerveillée que l'on éprouve devant ce qui nous dépasse. Le cristal de temps continuera de battre au fond de ces laboratoires glacés, fidèle à sa cadence, pendant que tu dormiras, comme ton cœur continuera de battre au creux de ta poitrine, comme le monde entier continuera de tisser ses rythmes innombrables, du plus petit atome jusqu'aux étoiles qui tournent. Tu peux te laisser aller sans crainte. Quelque chose, en toi et autour de toi, garde la mesure, veille en silence, et te porte en douceur vers le matin. Laisse-moi te confier, avant que tu ne glisses tout à fait, une dernière image à emporter dans le sommeil, une image toute douce. Imagine, tout au fond d'un laboratoire endormi lui aussi, dans le noir et le silence de la nuit, un de ces minuscules cristaux de temps que les hommes ont appris à faire naître. Personne ne le regarde, personne ne veille sur lui, et pourtant, dans ce froid extrême, dans cette obscurité, il continue de battre, fidèle à sa cadence, marquant sans fin son rythme 2 fois plus lent, imperturbable, comme un petit cœur de glace qui ne connaîtrait pas la fatigue. Il bat pendant que la ville dort, pendant que les chercheurs sont rentrés chez eux, pendant que la terre tourne dans le noir. Et toi, cette nuit, tu es un peu comme lui, dans le silence de ta chambre, dans la pénombre, ton propre cœur bat sans que tu penses, ton souffle va et vient tout seul, tous les rythmes secrets de ton corps veillent et t'accompagnent, fidèle, sans rien te demander. Tu n'as qu'à te laisser porter par eux, comme le cristal se laisse porter par son battement, et te confier à cette cadence tranquille qui te mènera, sans que tu aies rien à faire, jusqu'aux rives du matin. Repose-toi,
maintenant. Laisse les cristaux de temps, les atomes suspendus dans la lumière, le diamant criblé de défauts et le vieux rêve moqué de Frank Wilczek s'éloigner en douceur, comme une marée qui se retire, en ne laissant derrière elle que le sable lisse du sommeil. Tu n'as plus rien à explorer cette nuit. Le plus doux des rythmes, celui qui te berce vers le repos, est le seul qu'il te reste à suivre, et il te suffit, pour cela, de te laisser porter par lui, battement après battement, vers les profondeurs calmes et sans fond de ton propre sommeil. Bonne nuit.